Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. La fin de la belle épopée de la Rocket Team en Euroleague. Les basketteurs monégasques se sont inclinés hier soir à l'issue du 5e et dernier match de play-off face à l'Olympiakos de Pirée, mais ils n'ont pas à rougir de cette défaite après un match fou. Résumé de la rencontre dans ce journal et analyse de fin de saison européenne avec celui qui a suivi tous les matchs de la Rocket Team pour Monaco Info, David Cosette. Chanel choisit Monaco pour présenter sa nouvelle collection. Un défilé événement était organisé aujourd'hui au Monte Carlo Beach. Ils ont des rêves d'espace et la société monégasque Orbital Solutions a décidé de leur permettre de les réaliser. Des collégiens monégasques construisent actuellement un nanosatellite qui sera envoyé dans l'espace. Reportage à suivre. Le métaverse, on ne parle presque plus que de ça. À l'heure où cette technologie de réalité virtuelle se développe, nous verrons ce qui se cache derrière ce concept ainsi que les enjeux économiques qui y sont liés. Le fondateur d'Orbis Holographic sera notre deuxième invité. Il participe actuellement au rendez-vous Metaverse World qui se tient à Monaco. La saison estivale se prépare au Larvoto. La plage est au cœur de travaux de reprofilage. Mais débutons ce journal par une cruelle désillusion, tant les fans de la Rocket Team y ont cru presque jusqu'au bout hier. Il s'en est fallu de peu pour que les basketteurs monégasques ne parviennent à se qualifier pour le Final Four d'Euroleague. Mais l'Olympiakos Le Pirée à domicile n'a rien lâché pour s'imposer finalement 94-88. Une défaite frustrante qui ne doit rien enlever au superbe parcours des Rocaboys. Le récit de Yannick Debever sur des images de Sylvain Péroumal. Fumigènes, bombes agricoles et envahissements de terrain sont les preuves qu'un combat de titans vient de s'achever dans le stade de la paix et de l'amitié. Au coude à coude, tout au long de la série, Monaco et Olympiakos ne pouvaient se séparer autrement que sur un score très serré. Pour ce match décisif, ce sont les rookies qui entament le mieux la rencontre, se retrouvant en tête dans le premier quart-temps grâce notamment à 3 tirs longue distance précieux. Beaucoup d'intensité et un petit score à la fin du premier quart-temps, 13-11 pour la Rocket Team. Oh oui mon petit! Monaco gère parfaitement cette première mi-temps en ne perdant jamais leur avantage. Chaque panier de l'Olympiakos est rendu par la Rocket Team qui ne laisse pas le moindre espoir à des Grecs déjà à 100%. Sur ce 3 points de Yacouba Ouattara, excellent ce mercredi avec 15 points à 5 sur 7 à 3 points. Monaco compte 10 points d'avance. En face, Shaquille McKissick est lui aussi déchaîné. L'Américain inscrit 16 points dans le seul second quart-temps pour maintenir son équipe à flot. Après un premier quart-temps fermé, le deuxième est plus ouvert que jamais avec 64 points empilés par les deux équipes. 48-41 Rocket Team à la mi-temps. Changement de physionomie sur le deuxième acte, l'Olympiakos domine. À l'usure et à l'expérience, les Grecs parviennent à revenir à hauteur de Monaco grâce à un excellent passage de Thomas Walkup. Dwayne Bacon à longue distance redonne un peu d'air. La Rocket Team est sur un fil mais toujours devant à 10 minutes de la fin grâce à cet énorme shoot au buzzer de Mike James. 24 points et 10 passes décisives pour le meneur rouge et blanc. Le public se fait de plus en plus pressant, le Money Time c'est maintenant. Paris Lee, précieux défenseur, se fait exclure sur cette 5e faute obtenue à l'expérience. Le tournant du match sans doute. Kostas Sloukas, désormais libéré de sa glu, peut se balader. Le Grec inscrit 13 de ses 15 points dans le dernier carton avec une facilité déconcertante. Olympiakos reprend l'avantage grâce à son arrière et prend même quelques longueurs d'avance. Sur un shoot venu d'ailleurs, Mike James entretient l'espoir alors qu'il reste 2 minutes à jouer. C'est Tyler Dorsey qui inscrit le panier assassin à 1 minute de la fin. Les Monégasques ne parviennent plus à gérer leurs attaques et ne reviendront plus. Le stade de la paix et de l'amitié explose littéralement à 9 secondes de la fin du match. Score final 94-88. L'Olympiakos rejoint le Final Four pour la première fois depuis 2017. La Rocket Team, elle, sort de la compétition avec les honneurs et le respect du monde du basket. La frustration d'abord parce qu'on avait le match, on le tenait et on sentait vraiment qu'on pouvait le faire. Après Olympiakos, ils ont vraiment bien joué, ils ont su gérer à la fin.
trouver des paniers faciles, aller provoquer des fautes pour avoir des lancers francs. Et vraiment, ils ont chapeau à eux. Ça faisait longtemps qu'une équipe du championnat de France n'avait pas réalisé ça, donc il y a forcément de la fierté. Et puis à la fin du match, recevoir plein de messages de tout le monde du basket, ça fait vraiment plaisir. We have to be realistic in this moment. I think the season went like amazing good for us. Like we didn't finish like maybe like people expecting, but on the other hand, like we should be watching like in this success and enjoy it a little bit. Même si l'aventure s'arrête ici, la Roca Team restera à jamais la première équipe à s'être qualifiée en play-off pour sa toute première participation en Euroleague. Un accomplissement grandiose pour un groupe hors norme. Et oui, c'est déjà un exploit à lui tout seul. Et pour nous livrer son analyse de ce dernier match, et plus généralement de cette saison en Euroleague, nous retrouvons à Athènes David Cosette qui a commenté tous les matchs d'Euroleague sur Monaco Info aux côtés d'Ali Traoré. Bonsoir David. Bonsoir Patricia. Monaco s'incline d'un rien sur ce match. C'est forcément un petit peu frustrant au vu de la physionomie de la rencontre. Oui, parce que la Roca Team a mené pendant plus des trois quarts du match et ça se joue dans les 3 dernières minutes. Je pense que le tournant, c'est les problèmes de faute avec des joueurs qui étaient des joueurs majeurs sur ce match-là, qui sont sortis pour 5 fautes. Et c'est devenu plus compliqué. Et après, avec l'euphorie ambiante, Monaco a craqué. Ça s'est joué vraiment pas grand-chose. C'est frustrant. Ce problème de faute vient-il peut-être d'un manque d'expérience de la Roca Team? Non, je pense pas. Je pense que c'était le plan de jeu de défendre très dur. Il fallait défendre très dur, quitte à perdre des soldats. Et au final, c'est un pari qui a été perdant et qui aurait très bien pu être gagnant à quelques minutes près. Alors vous aviez donné cette statistique, les équipes qui jouent à domicile un match décisif sont invaincues. Mais on se disait que si une équipe pouvait casser cette série, c'était bien la Roca Team. Oui, parce que c'est une équipe qui n'a peur de rien ni de personne. Mais on sait aussi que le contexte d'un match 5, c'est toujours brûlant. Il y a quand même eu des très très grands d'Europe qui se sont cassés les dents en essayant d'aller gagner un match 5 à l'extérieur. Monaco, c'est sa première saison d'Euroleague. Alors ce soir, il y a de la frustration. Mais il faut plutôt retenir que Monaco a fait une très très grande saison. Avec l'avantage du parquet, ça aurait été différent, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Oui, élimination, certes, mais avec les honneurs quelque part. Monaco a poussé l'Olympiakos dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce que cela traduit du niveau atteint par nos rouges et blancs ? Que la Roca Team avait le niveau du Final Four, puisque sur cette série qui était tellement intense, tellement folle, les deux équipes étaient au même niveau. Donc Monaco avait le niveau pour jouer le Final Four de l'Euroleague. Il fallait un vainqueur, c'est Olympiakos, parce qu'Olympiakos a fait une meilleure saison sur l'ensemble. Monaco a fait une meilleure saison seulement sur la phase retour. C'est ce qui a donné l'avantage du parquet, et c'est l'avantage du parquet qui a fait la différence. Après cette série face au légendaire Olympiakos, nul doute que l'AS Monaco Basket a gagné le respect du basket européen, David. Oui, clairement, en voyant la façon dont Monaco a regardé Olympiakos les yeux dans les yeux, en n'ayant pas peur de cette ambiance incroyable. C'est évident qu'en l'espace d'un an, le chemin parcouru est dingue. Il faut se souvenir quand même qu'il y a un an, c'était la victoire en Eurocup, là tout près du Final Four de l'Euroleague. Monaco appartient au cénacle des grands maintenant. Bon, l'Euroleague c'est terminé, mais la saison n'est pas finie, il va falloir se remobiliser maintenant pour le championnat de Betclic Elite. Et ce sera peut-être le plus dur, parce que quand vous passez à côté d'un rêve immense comme celui-là, celui de jouer le Final Four de l'Euroleague, ça va quand même être un peu compliqué de se remobiliser derrière pour se dire allez, on va chercher le titre de champion de France. Ça reste une ligne importante dans un club, surtout que là, ces dernières années, il y avait des finales qui ont été perdues. Mais quand vous passez à côté de quelque chose d'aussi grand, il va falloir que Sacha Obradovic trouve les bons leviers pour que Monaco termine bien la saison. Ce serait dommage, après avoir fait une saison pareille, de ne pas remporter un titre. Merci David Cosette pour cette réaction depuis le chaudron de l'Olympiakos qui a encore été impressionnant. Merci. Et le Final Four d'Euroleague se disputera à Belgrade du 19 au 21 mai. La première demi-finale opposera l'Olympiakos Le Pirée à l'Anadolu Efes, alors que la deuxième demi-finale sera 100% espagnole entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Demi-finale le 19 mai et finale le 21 mai. Voilà pour ce chapitre Euroleague de basket. Sandrine Nègre nous rejoint pour évoquer l'événement du jour à Monaco, un événement mode. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Direction le Monte Carlo Beach qui a été choisi par la maison Chanel pour accueillir le défilé croisière 2022-2023 ce jeudi 5 mai. Défilé au bord de la Méditerranée et vous le voyez sur ces images, des tenues qui mêlent tradition et modernité avec ce mot d'ordre, l'élégance. La marque est bien évidemment connue à travers le monde entier, mais particulièrement à Monaco, où Karl Lagerfeld a imaginé pendant de nombreuses années les décors et thèmes du bal de la rose au profit de la Fondation Princesse Grace. Charlotte Casiraghi-Rassam est d'ailleurs ambassadrice Chanel et propose les très intéressants rendez-vous littéraires rue Cambon. Lien à retrouver sur le www.chanel.com. Un tout autre domaine, celui de la justice, Monaco et la France poursuivent leur coopération. Nous avions suivi en juin dernier la signature du protocole relatif aux échanges en matière pénitentiaire entre la direction des services judiciaires de la Principauté et la direction de l'administration pénitentiaire du ministère français de la Justice. Et bien dans le cadre de cette coopération, une délégation de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a été accueillie cette semaine au sein de la maison d'arrêt de Monaco. Au programme, présentation, visite du site, échange sur les pratiques professionnelles, sur le régime de l'isolement, ainsi qu'autour du statut des détenus particulièrement signalés. Et l'INSEE, de son côté, a rendu public les résultats d'une nouvelle étude. Et oui, une publication qui révèle que Monaco compte plus de 5500 travailleurs indépendants actifs à la fin de l'année 2021, représentant près de 6000 activités ouvertes. Les hommes restent majoritaires dans cette population qui exerce son activité le plus souvent dans le secteur tertiaire. Pour en savoir plus, les détails grâce à ce lien, le www.imse.mc. Ils sont jeunes et veulent conquérir l'espace. La société monégasque Orbital Solutions a proposé à plusieurs élèves des collèges Charles III et FANB de participer à un projet pédagogique de construction et lancement d'un nanosatellite dans l'espace. Un rêve qui va devenir réalité pour ces ingénieurs en herbe. Ils sont actuellement dans la deuxième phase de leur projet. Les explications d'Alexandra Pani avec Alexandra Marangoni. Nous sommes au 5e étage de l'immeuble Triton, dans le quartier des Industries à Fontvieille. Dans cette salle, des ingénieurs particuliers en blouse travaillent sur les derniers paramétrages de leur capsule. Ils sont âgés de 14 à 16 ans et font partie du projet unique en son genre, Mission ZSat. Le premier volet, on appelle le module 1, c'est des bases d'ingénierie. On leur fait des cours, des sessions d'ingénierie avec beaucoup de travaux pratiques. Le deuxième volet, c'est le volet actuel qu'on est en train de terminer, qui était axé sur la fabrication d'une nacelle. Donc une nacelle qui est bourrée d'électronique et de senseurs et de capteurs atmosphériques. Pour mesurer la pression, la température, il y a aussi un compteur Geiger pour mesurer les radiations solaires et une caméra GoPro pour prendre des photos aussi. Et cette nacelle va être attachée à un ballon stratosphérique qui va être lancé et qui monte jusqu'à une trentaine de kilomètres d'altitude. Et durant justement toute la phase de vol, les données sont par radio à partir du ballon sont reçus par les élèves sur les ordinateurs. Ils avaient pour objectif aujourd'hui de soumettre leurs différents composants à de grands écarts de température. Et là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on va réagir la nacelle à la température, au changement de température, et on va pouvoir observer, prendre des mesures. Je pense que c'est une expérience incroyable aussi au niveau social. On apprend à connaître de nouvelles personnes. Et aussi les métiers d'ingénieur spatial. On apprend à développer une nouvelle passion aussi, l'astronomie. Bon, moi j'ai cette passion depuis que je suis jeune, mais je connais des personnes qui sont en train de développer cette passion et je suis très content de cela. Ce partenariat entre l'éducation nationale et la société monégasque Orbital Solutions, spécialisée dans la fabrication de nanosatellites, a vu le jour en 2020. Une expérience unique pour ces jeunes élèves qui suscitera sans aucun doute de nouvelles vocations. Il y a une grande partie théorique, mais il y a aussi du coup une grande partie, on va dire, manuelle, parce qu'il va falloir s'adapter aux différentes conditions environnementales et climatiques, notamment du module, qui va être dans des conditions extrêmes de température, de pression, et puis même quand il va redescendre sur Terre, ça va se faire avec un parachute. Donc voilà, c'est toutes des informations qu'ils ont dû trouver eux, ils ont dû chercher ces solutions techniques, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ça.
les solutions viennent plus des professeurs. Là, c'était eux qui ont dû trouver les solutions. Et bien sûr, on les a aiguillés pour que ça soit correct. Les élèves attendent à présent l'autorisation de décollage pour le ballon sonde qui devrait arriver courant du mois de juin. Le 3e module devrait lui débuter à la rentrée prochaine. Il s'agira de l'étape la plus importante pour ces ingénieurs en herbe. Ils finaliseront la réalisation de leur nanosatellite, puis son envoi en orbite en profitant de l'espace disponible restant d'une fusée, un phénomène de plus en plus courant. Le nanosatellite aura pour mission la prise de vue et de relevé de données, mais pour cela, les jeunes élèves lancent un appel à de généreux donateurs puisqu'une importante somme d'argent est nécessaire pour leur permettre de concrétiser cet ambitieux projet. Vous l'aurez donc compris, de généreux sponsors sont recherchés pour parrainer ce projet pédagogique assez unique. Il suffit pour cela de s'adresser directement à Orbital Solutions Monaco. D'une technologie à l'autre, de l'espace au monde virtuel, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir en nous plongeant dans le métaverse, cet univers dont on parle de plus en plus et qui est au cœur de véritables enjeux économiques. Pour nous aider à comprendre ce qu'est le métaverse et pour quelles raisons il fait couler tant d'encre, le fondateur d'Orbis Holographics est avec nous, alors que se tient actuellement à Monaco le rendez-vous Metaverse World. Bonsoir Yvan Touamy. Bonsoir. Avant toute chose, qu'est-ce que cela signifie, ce terme de métaverse ? Alors le métaverse, c'est un monde en temps réel où on va pouvoir interagir, où des personnes qui sont partout dans le monde vont pouvoir en fait interagir les uns avec les autres. Et alors les métaverses, il en existe déjà avant la blockchain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on mixe beaucoup le métaverse, la blockchain, etc. Mais ce que va apporter en fait la blockchain dans le métaverse, c'est la sécurisation des transactions, des données, des échanges, que ça soit de l'art, que ça soit de la monnaie, etc. Oui, parce que c'est un lieu d'échange et c'est un concept qui n'est pas si récent que l'on pourrait le penser. Totalement, exactement. Par exemple, on peut on peut penser à Roblox, Minecraft, ce genre de jeux vidéo en fait, qui sont des jeux vidéo en temps réel, sont des sortes de métaverses déjà existants. Et là, la nouveauté, c'est vraiment qu'on va intégrer ces nouvelles technologies de NFT, de crypto-monnaies, etc. dans le métaverse et pour le rendre vraiment sécurisé. Mais ce monde virtuel, sur quelle base repose-t-il? Alors on parle beaucoup de la réalité augmentée, c'est ça? Alors il y aura effectivement de la réalité augmentée, il y aura des mondes totalement virtuels et on va pouvoir faire le pont justement entre le monde virtuel et le monde réel en faisant de la réalité augmentée, donc en proposant, en fait, en superposant du digital dans la réalité réelle. Et comment accède-t-on au métaverse ? Alors aujourd'hui, il existe différents métaverses, donc on peut y accéder. Donc par exemple, il y a Sandbox, Decentraland, Minecraft est une sorte de métaverse. Donc aujourd'hui, on peut y accéder avec un ordinateur, tout simplement. Et on peut aussi y accéder avec des casques de réalité virtuelle pour être encore plus immergé du coup dans le métaverse. Le métaverse aujourd'hui, ça parle à tout le monde ou c'est plutôt destiné à une tranche de la population ? Alors pour l'instant, c'est destiné à une tranche qui est très à l'aise aujourd'hui avec l'informatique, avec les jeux vidéo, mais de plus en plus, ça va s'ouvrir justement au monde avec différents dispositifs d'hologrammes, de réalité augmentée qui vont permettre à des gens qui ne sont pas trop habitués à l'informatique de pouvoir y accéder très simplement. Oui, parce que l'on aurait tendance à penser que les jeunes sont la cible. Et pourtant, il faut avoir des moyens, alors tout de même, sur le métaverse. Totalement, exactement. C'est pour ça que, en fait, l'enjeu du métaverse, ça va être vraiment de le rendre accessible à n'importe qui. Et est-ce que vous avez quelques exemples, justement, de ces ponts vers la réalité ? Alors oui, il existe des ponts. Aujourd'hui, il y a, par exemple, des associations qui utilisent les NFT pour sensibiliser en fait les personnes, et pour pouvoir bénéficier et avoir ce NFT, il va falloir faire des actions dans le monde réel. Donc par exemple, montrer que on est allé sur une plage, qu'on a ramassé du plastique, se prendre en photo, l'envoyer à l'association. Et cette association, en voyant ça, nous enverra un NFT, on bénéficiera de ce NFT. Donc pour intégrer ça, c'est une action dans le monde réel. Donc
c'est vraiment, ça va dépendre de l'humain, clairement. Et de ce qu'on va faire de cette nouvelle technologie, mais cette nouvelle technologie peut nous rapprocher aussi de la réalité et de faire des bonnes actions dans le monde réel. Et c'est ce dont il est question actuellement dans ce congrès qui se tient à Monaco. Qui s'y côtoie ? Alors, ici côtoient des chefs d'entreprise, internationales, des acteurs, des influenceurs, du monde et des spécialistes de la blockchain, des NFT, des personnes qui sont vraiment à un niveau très poussé dans tout ce domaine-là. Merci Yvan Touamy, CEO de Orbi Holographics, pour nous avoir offert cet éclairage très intéressant sur le métaverse. Merci à vous pour l'interview. La saison estivale approche à grands pas, même si la météo nous joue actuellement des tours. C'est pour cette raison que des travaux de reprofilage ont été engagés depuis plus d'une semaine. Le reportage de Christina Thomel et Olivier Bonello. Quelques semaines avant que débute la saison estivale, la plage du Larvoto est en plein reprofilage. Depuis le 25 avril dernier, des travaux sont en cours au bord de l'eau et interdisent le matin l'accès à la plage. Cela consiste à ramener le sable, à pousser le sable qui était venu sur la plage en hiver et à le remettre dans l'eau pour réélargir la plage et redonner le trait de côte qu'on avait à l'ouverture l'année dernière. Les contraintes principales de ces travaux, préserver au mieux la réserve et interdire la baignade aux nageurs. On a mis en place sur les 2 anses des doubles filets anti-turbidité qui empêchent effectivement toute la poussière qui est contenue dans le sable d'y aller dans la réserve et d'abîmer ou de se déposer plutôt sur l'herbier de Posidonie. Alors, la baignade est interdite en totalité pendant les 3 semaines d'intervention pour éviter justement que les gens aient des plaintes par rapport à de la turbidité, par rapport à de la poussière ou des petites particules qui se déposent sur la peau, qui ne sont pas dangereuses, et pour aussi éviter qu'ils aillent se rapprocher des filets anti-turbidité qui ne sont pas comme des filets anti-méduse. Il faut éviter d'aller les abîmer et dessous ils sont fermés. Donc on a préféré prendre aucun risque et avoir aucune plainte. Des travaux qui se déroulent tous les jours de 5 h du matin jusqu'à midi pour éviter de gêner les restaurateurs et qui devraient prendre fin le 13 mai prochain. Une opération qui est amenée à être reconduite tous les ans, mais pour éviter des travaux conséquents durant tout l'été, un reprofilage léger aura lieu chaque matin afin d'éviter l'effet de butte qui risque de se créer. Nous vous retrouvons Sandrine pour cet exemple qui montre que l'art et la protection de l'environnement vont de pair. L'écologie est à l'honneur dans cette exposition, comme l'indique son titre, Art for Sustainable Goals, l'art au service des objectifs de développement durable de l'ONU. Ils sont 17 au total et doivent être atteints d'ici 2030. Pour cette exposition, l'artiste Stéphane Szczesny a utilisé des voiles de voilier comme toile, des œuvres à découvrir à la SBM Offshore dans le quartier de Fontvieille. Développement durable toujours, et cette annonce à noter dans vos agendas. Avec ce rendez-vous, oui, proposé le 10 mai à la bibliothèque Louis Notary dès 18h30. La mission pour la transition énergétique et la médiathèque vous invite à assister à une soirée débat autour des questions soulevées par le film Don't Look Up. Le monde face aux défis climatiques était clairement le message affiché par ce long métrage où se côtoient notamment Meryl Streep, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio. Alors Don't Look Up, une histoire vraie, élément de réponse, le 10 mai, Patricia. De la musique enfin avec le concert de Christophe Maé. Avis aux amateurs et à ses fans, donc Christophe Maé effectue son retour en principauté à l'occasion d'un concert le 7 mai prochain au Grimaldi Forum. À 48 heures de ce rendez-vous, sachez qu'il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous rapprocher du centre de congrès et de culture au 2 x 99 30 00. Vous pourrez entendre ainsi ses succès, On s'attache, Il est où le bonheur et Belle demoiselle, entre autres. Et pour être tout à fait complet, les prévisions météo pour la journée de vendredi, Sandrine. Jeudi était déjà une journée plutôt maussade, et bien ce vendredi 6 mai devrait l'être davantage. Pluie et nuages gris sont annoncés. Les températures, elles sont de saison pour un mois de mai. Nous fêterons, Patricia, les prudences.
La prudence mère de tous les vices ou la prudence mère de la sûreté, les dictons diffèrent. Nous vous retrouverons avec Sandrine demain à 19 h pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée. Nous refermons ce journal avec les plus belles photos de la fin d'une jolie aventure. La Roca Team, je vous le rappelle, n'accédera pas au Final Four d'Euroleague après sa défaite face à l'Olympiakos mercredi soir. Ces photos sont signées Manuel Vitali. À demain, 19 h.